Je vous remercie d'être venu ce soir. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Moulin, donc qui est artiste plasticien. Alors, comme tu me disais, tu étais multitâche. On verra ça un peu plus tard. Donc, Nicolas a étudié à Cergy-Pontoise, à l'école de Cergy, qui était à l'époque fraîchement ouverte, hein, on peut dire. Elle était ouverte depuis 4-5 ans, peut-être. Ouais, non, 10 ans quand même. Enfin bon, c'était un peu le début. D'accord. C'était le début quand même. Donc voilà, donc tu as été, je pense, diplômé dans les années 95 ou quelque chose comme ça. 94. 94, voilà. Et puis Nicolas a en fait travaillé beaucoup sur les questions qui nous intéressent en ce moment, en tout cas dans mon atelier, qui étaient les questions aussi de la ville brutaliste, la question aussi de la ville en général, on va dire, hein, parce que tu as travaillé sur plein de villes différentes. Et je pense que la raison pour laquelle on a invité Nicolas avec Mathieu et Arnaud, c'était aussi de vous permettre d'avoir un regard en fait sur un travail d'artiste et pas seulement d'architecte, puisque la plupart du temps on invite essentiellement des architectes, ce qui est bien aussi, mais c'est bien aussi d'avoir un autre regard peut-être sur la ville. Un travail donc qui a été façonné au cours des années à l'aune de différents voyages. Donc tu es allé avec Louis Vuitton, on va dire. Ouais, je raconterai l'histoire. Invité par LVMH en Corée du Nord. Tu as aussi été énormément dans les pays de l'Est, en URSS avec Valérie Mregen. Tu as été à un moment donné aussi finaliste du prix Marcel Duchamp en 2009. Donc Nicolas, tu as fait aussi pas mal de résidences un petit peu partout, aussi en Afrique du Nord, ce que je trouve intéressant. Je ne sais pas si tu auras des images là-dessus, mais j'en parlerai. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un travail intéressant. Tu as un travail aussi qui est assez multiforme, puisque tu fais de la photographie, des maquettes, tu travailles beaucoup en maquettes, et puis aussi à l'écrit depuis quelques années. Voilà. Et puis Nicolas Moulin est exposé dans des collections privées et publiques, puisque tu es aussi dans certaines collections de la DRAC, avec une exposition l'année dernière au Jeu de Paume, et puis plusieurs conférences et différentes invitations dans des résidences, donc à la Villa Médicis hors les murs, en Islande, et puis, comme je l'ai dit, aussi au Maroc, à la Villa d'Arson, etc. Donc, c'est vrai que tu as quand même un travail assez prolifique. Et donc, je vais peut-être te passer la parole et on pourra clore cette rencontre par une discussion. Voilà. Ouais. Et après, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous pouvez aussi m'interrompre pour poser des questions si vous avez peur de les oublier après. Mais alors j'ai quand même oublié un truc important. Excusez-moi, hein, je sors de L2, là je suis un peu... Donc en ce moment, tu enseignes aussi aux Beaux-Arts Tours, Angers. Le Mans, ouais, Angers. Le Mans, voilà. Ouais. Et donc tu travailles surtout avec tes étudiants sur la question du son. Je suis prof de son. En gros. Donc voilà, et donc une des raisons aussi pour lesquelles je trouve que c'est bien que tu viennes, c'est que nous à l'école on travaille aussi pour certains sur la lumière naturelle et donc sur la question des ambiances en général. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'occasion finalement de réfléchir sur le son dans la ville. Pour certains peut-être, mais c'est vrai que c'est un travail finalement qu'on a peut-être moins développé ici que par exemple à Grenoble, où il y a tout un espace recherche sur le son. Et donc c'est vrai que cette question des ambiances qu'on essaye de développer à travers des séminaires et des ateliers de projet, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi de voir d'un autre angle. Voilà, je te laisse la parole. Je pense qu'on t'entend. Ouais, on m'entend, ouais. Vous m'entendez? Ah, si vous voulez. Donc oui, bon, ce que Claire dit, elle a oublié de dire un truc, c'est que j'ai vécu 16 ans à Berlin et c'est important parce que Claire vit à Berlin et Claire fait partie de mon histoire aussi parce qu'on s'est rencontrés quand on avait 17 ans.
Donc voilà, c'est une longue histoire. C'est un peu grâce à elle d'ailleurs que j'ai été amené à m'installer à Berlin ensuite. Mais en tout cas, voilà, c'est une longue histoire, quoi. C'est aussi celle qui existe, comme des mégastructures industrielles qui tombent en ruine et dont on ne sait plus quoi faire. Et moi, alors là, bon, je saute du coq à l'âne, mais finalement, pourquoi pas? Je peux vous montrer un exemple assez éloquent. Alors là, il n'y a pas que des photos à moi, il y a des photos d'archives, mais ça vous permet de voir le contexte. Alors ça, c'est une photo d'archives, elle est assez parlante, hein. Ça, c'est... Alors, elle est moche parce qu'elle n'est pas grosse, mais enfin, vous pouvez quand même comprendre. Ça, attendez, je vous en trouvais une mieux quand même, parce que celle-là n'est pas terrible. Ah, celle-là, elle est mieux. C'est le même bâtiment. Donc ça, c'est ce qu'on appelait, c'est Sheffield, dans les années 70. Et le bâtiment que vous voyez au fond, c'est Hyde Park Flats. Et Sheffield, c'était la capitale de l'acier en Angleterre, donc l'Angleterre industrielle des années 70 qui a périclité avec Thatcher. Enfin, c'est Thatcher qui prend la décision de fermer toutes les usines. Si vous aimez bien, si vous intéressez à l'art, vous pouvez voir, il y a eu un artiste qui s'appelle Jeremy Deller qui a vachement travaillé autour de ça, qui a fait pas mal de pièces, des vidéos autour de ça. Et donc, à Sheffield, il y a deux architectes qui s'appellent Ivor Smith et Jacqueline, à qui on confie la construction des plus grandes cités brutalistes d'Angleterre. Alors, c'est un contexte, les architectes brutalistes anglais, il y en a toute une bande, et ils reconstruisent l'Angleterre dans les années 60-70, même plutôt 60 là, enfin les travaux étaient longs. Et donc ils construisent trois cités énormes à Sheffield, qui étaient Kelvin Flats, Hyde Park Flats et Park Hill Flats, qui deviennent en fait le réservoir là où habitent tous les ouvriers qui travaillent dans l'acier autour de la ville de Sheffield. Et quand Thatcher ferme les usines, tout le monde se retrouve au rencard là-dedans, c'est-à-dire tout le monde se retrouve au chômage, et ça commence à dégénérer en émeutes, parce que c'est les fameuses émeutes qu'il y a eu à Sheffield dans les années 80. Thatcher envoie les chars, et du haut de ses tours, les gens balancent sous leurs meubles sur les flics. Donc ça devient, et à ce moment-là, on demande aux architectes qui ont construit ces tours qu'est-ce qu'ils pensent de l'association, et ils répondent ce sont des forteresses prolétariennes. Donc c'est déjà l'idée, c'est qu'à ce moment-là, les autorités de droite comprennent que ça, c'est des forteresses. Et donc là, la notion du brutalisme a commencé à prendre un autre sens, c'est un sens de résistance. Et donc un sens de résistance de la condition ouvrière, des gens qui travaillent, et qui paradoxalement sont très heureux d'habiter là. Donc on revient, c'est un peu comme mes sarcophages sous terre. Pourquoi ils sont contents de vivre là? Parce que ça a été reconstruit d'une façon super intelligente, en fait. C'est des villes qui ont été... En fait, ils ont remis des anciennes cités ouvrières qui étaient totalement insalubres, ils les ont remis à la verticale. En faisant attention que... Ils appellent ça Street in the Sky, parce qu'en fait, il y a un système de coursif qui permet aux marchands de lait de poser les bouteilles sur chaque pas de porte. Et en fait, ils reconstituent à l'intérieur de ces bâtiments la maison anglaise typique que les gens avaient avant, à peu près la même taille, alors pas très grande, hein, mais... Vous voyez ce que c'est, une maison d'ouvrier anglais, vous rentrez, il y a le couloir, à droite il y a le salon, au fond la cuisine, vous montez l'escalier, il y a 2 ou 3 chambres, un petit balcon. C'est comme ça que ça marche, les cités anglaises, enfin britanniques, ouais, les cités ouvrières. Et donc ils ont reconstitué exactement ce même tissu-là à la verticale, dans ces tours. Et en fait les gens étaient contents aussi parce que pour la première fois, ils pouvaient surveiller leurs gosses qui jouaient en bas, par exemple. Enfin, alors voilà, je vous raconte tout ça parce que c'est les gens qui m'ont raconté, parce que j'ai passé 6 mois à Sheffield pour essayer on avait un workshop avec des étudiants de l'université de Sheffield pour essayer de retracer l'histoire, donc retrouver des gens qui avaient vécu là, des gens aussi qui étaient des acteurs, qui avaient fait de la tôle, certains, de toute cette époque. Voilà, et donc celle-ci a été rasée. Et en fait, on m'a invité parce qu'il y en a une des trois, donc Park Hill Flats, qui n'a pas été rasée parce qu'il y a un... Alors, je vous montre quand même cette photo qui vous montre un peu... C'est très corbusien tout ça, hein, mais voilà comment c'était. Hein. Donc c'est hardcore quand même, mais bon, voilà, c'est hardcore, mais c'était bien construit finalement. Et d'ailleurs, il y a un ouvrier qui m'a dit, quand Thatcher a décidé de détruire ces villes, la dernière chose qu'elle nous a confisquée, c'est une belle vue sur la ville. Parce que quand on était, c'était très haut, et quand on était en haut, on voyait tout Sheffield. Mais c'était vraiment l'idée
de remettre ces bâtiments, de faire une forteresse, mais c'était le centre-ville, en fait. Voilà, c'était le centre-ville. Et, euh, et donc, quand j'y suis allé en 2000, j'ai oublié, c'était quoi, 2009, il restait ça. Voilà, donc il restait des squelettes de béton parce que les gens ont, enfin, une espèce d'association d'anciens résidents et ouvriers de ces cités ont réussi à en faire classer une. Donc ils ne pouvaient plus la détruire. Ce qui restait, c'était ça. Donc ils avaient tout vidé parce qu'ils pensaient la casser. Et en fait, il restait une grille géante dans le paysage. Donc le workshop, moi que j'ai animé avec des étudiants, c'était pour essayer de trouver un éventuel usage ou une éventuelle transformation de ça. Et puis finalement, on a discuté avec plein de gens, on a réfléchi très longtemps, et puis notre conclusion, c'est bah faut le laisser comme ça. Et donc là, on arrive à moi un moment qui est important dans mon travail parce que c'est là un moment donné où je commence à me rendre compte, enfin où la notion de monument en fait commence à rentrer en compte dans mon travail. C'était à l'architecture, mais pas dans sa fonction, dans sa présence dans le paysage, soit traumatique, soit historique, mais même physique, comme une curiosité naturelle. Et ça, c'est aussi la, je dirais entre guillemets, la force du béton, c'est que le béton c'est un minéral et donc ce minéral aussi il se salit, il devient quelque chose d'assez sauvage. Et voilà, donc la conclusion c'était, en fait la seule attraction vraiment impressionnante à Sheffield qui reste c'est ça. Et donc, faut le laisser comme ça. Alors évidemment, la conclusion, elle n'a pas plu à tout le monde parce qu'il y en a qui prévoyaient pas ça. C'est surtout qui prévoyaient sa réhabilitation qu'ils ont menée finalement et sans succès parce que l'architecte a été nommé pour réhabiliter donc ce reste de tout ce passé entre guillemets glorieux, la réhabiliter pour y loger des gens d'une classe sociale un peu supérieure. Et en fait, les gens d'une classe sociale un peu supérieure en anglais, ils veulent une maison, un petit jardin, donc ça n'a pas marché. Voilà. Donc en fait, il est plus du tout comme ça, mais il est toujours aussi un peu vide. Et donc, en fait, voilà. Et donc ça, c'est le passage pour moi à un intérêt du monument. Mais tout ça, ça a été façonné par ces voyages. Et entre autres, voilà, il y a dans ce type d'architecture qu'il y a eu, alors attendez, j'essaie de la trouver, mais ça va être Moscou Torpmarsh Power Station. Voilà. C'est aussi dans le paysage ce genre de choses qui émergent, qui sont abandonnées et qui sont pour moi, voilà, une approche du paysage et de l'architecture totalement radicale et complètement hors service, donc des ruines. Mais c'est pas tant dans leur aspect de ruines qu'elle me semble intéressante ces architectures, c'est dans le côté qui ne sert plus, enfin, qui ne sert à rien en fait. Voilà. Mais ça, là, c'est pour moi, c'est la notion du monument qui commence à m'intéresser, parce que c'est des monuments à rien de spécial. Enfin, c'est des vestiges de quelque chose, mais c'est des monuments à rien de spécial. Et c'est là où moi, la forme de l'architecture commence à m'intéresser, c'est dans son infonction, comme ça. Et alors ça, ces endroits, c'est marrant parce qu'ils sont non, ils sont plus fonctionnels. Alors ça, c'est un très très gros truc. Ça, c'est des cheminées qui font 150 mètres de haut. Donc, moi qui m'intéresse au son, alors parallèlement, moi je suis quelqu'un qui est très intéressé par la musique. Il y a aussi des acoustiques incroyables là-dedans avec des systèmes de réverbération fous. Et puis c'est habité, en fait, c'est habité par les gens des Uled autour qui en font une espèce de parc d'attractions parallèle. Alors, vous avez c'est des centrales thermogaz. Donc c'est des centrales thermiques où le charbon a été poussé à super haute température avec, je sais pas, des chalumeaux à gaz géants. Voilà, c'est un système, je suis pas ingénieur, mais enfin, il y a un ancien ouvrier de cette usine, de cette centrale qui m'avait expliqué. Donc quand il m'expliquait ça, je voyais des espèces de canons à gaz qui tiraient sur des tas de charbon et c'était très très chaud et ça faisait tout turbiner et tout. Et donc il y avait des tours de refroidissement conséquentes pour ça. Et donc il y avait des gens qui pêchaient des silures dans les anciennes fosses à charbon, il y avait des gosses qui faisaient du vélo, il y avait des gens qui chassaient. Voilà, donc c'est tout un environnement comme ça qui se reconstituait d'une manière totalement sauvage. Et c'est à ce moment-là où moi, l'architecture a commencé vraiment à m'intéresser pour cette forme qu'elle avait comme, enfin, cette forme sauvage, sans fonction, et quand même dans des dimensions énormes, quoi.
Et voilà, puis avec, c'est vrai, une facture super grossière, parce que là, il n'est plus question. Alors, je sais pas, je peux vous en montrer deux ou trois comme ça, parce que c'est aussi, alors là, c'est pareil, c'est l'architecture comme une expérience, parce que quand vous êtes dans des endroits comme ça, vous êtes vraiment saisi d'une sorte de vertige, je dirais, qui est presque métaphysique, quoi, qui est quelque chose d'assez fou. Voilà, et puis ça, c'est la Thorpe Marsh Power Station. C'est à 15 km d'une ville qui s'appelle Doncaster, dans le nord de l'Angleterre. Doncaster, c'est à peu près entre Sheffield et Leeds. C'est dans le coin, voilà. Si vous tapez Doncaster, vous allez voir. Alors à l'époque, ils les laissaient comme ça parce que ces tours, elles étaient faites en béton et en amiante et ils n'avaient pas encore les procédés pour les dynamiter sans tout pourrir autour. Et puis voilà, donc en fait, ça tenait tout seul, debout en plein milieu de la campagne, dans le paysage. Alors c'est vrai que c'est l'Angleterre aussi. Ben, je sais pas si vous connaissez cet écrivain Ballard, mais Ballard il évoque comme ça cet rapport au paysage. Et là, bon, on est en plein dans des romans de Ballard. Euh, mais voilà. Et donc pour moi c'est de l'ordre de l'expérience architecturale intense. Voilà, je peux vous en montrer une petite dernière comme ça. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que au-delà de la photo, j'ai commencé à m'intéresser aussi à. Alors ça, pas d'une manière, c'est pas tombé comme ça, mais à m'intéresser justement aussi à la part de l'architecture qui est celle d'une espèce d'ingénierie comme ça, de constructions qui sont totalement utilitaires en fait. Et une fois qu'elles ont plus d'utilité, elles gardent néanmoins une espèce de forme et des proportions, voilà, qui sont, je dirais, assez sauvages. Et petit à petit, comme ça c'est des travaux qui m'ont emmené à m'intéresser à la forme de l'ingénierie. Alors là, je reviens par exemple à des installations que j'ai fait. Une qui s'appelle Goldbargorod. Alors c'est aussi une longue histoire parce que c'est un long système de construction. Mais je pense que alors ça c'est une photo de l'installation. Bon, il y en a qui sont plus ou moins bien de photos, mais celle-ci elle est moche comme photo, mais elle permet de bien comprendre comment c'est fait, donc tant mieux. Euh, En fait, bon, ça c'est une installation que j'ai fait quand j'étais invité à Nice au Centre d'art de la Villa Arson, où là c'est pareil, c'est un contexte, on vous dit bah il y a une salle, elle fait 17 mètres sur 17 mètres. Et j'ai commencé à m'intéresser, alors ça vient du constructivisme, de plein de choses qui m'ont intéressé à gauche et à droite, mais c'était la forme de l'ingénierie en fait. Et bah, c'est tout simplement des squelettes de serveurs industriels, de machines industrielles informatiques, du vieil IBM, qui sont totalement désossés et vidés. Et donc là aussi, ça a tout été tout un processus de fabrication, parce que moi, j'aime bien les trucs laborieux, donc j'aime bien tout faire. Et donc en fait, là, ça a consisté à déjà trouver une décharge informatique, sélectionner des vieux serveurs IBM des années 80, faire des palettes, les mettre dans un spire-morgue, les amener à Nice et tout désosser. C'est-à-dire tout arracher à l'intérieur pour les raffiner et pour en garder que leur squelette. Et créer une espèce de trame urbaine comme ça, enfin bon, sans échelle déterminée, mais avec des assemblages qui étaient à chaque fois improvisés, mais il a fallu que je leur donne un ordre à la fin pour pouvoir la remonter facilement, mais quand je l'ai construite, en tout cas, ça a été comme ça, avec juste pas trop de façonnage, c'est pas de la sculpture en fait, c'est vraiment des éléments posés les uns sur les autres ou répartis dans l'espace, voilà. Donc là, on voit, bon, c'était assez grand comme pièce. Et bon, ce qui était bien, c'est que c'était une grande salle où il n'y a pas un poteau. Donc c'était vraiment une espèce de panorama comme ça de squelette urbain, enfin. Et donc là, c'est pareil, c'est des expériences qui sont longues, qui sont des grosses constructions, mais aussi voilà, qui faisaient ressurgir cette espèce de forme brute d'architecture sans obsolète, quoi. Voilà, une espèce d'obsolescence permanente. Voilà, celle-là, c'est la mieux parce qu'on voit un peu, on voit bien.
On voit bien comment ça se passe. Alors parallèlement, l'Angleterre, ça a été quelque chose d'assez fondamental parce que c'est aussi un endroit où j'ai fait pas mal de photos. Je vous montre cette pièce-là rapidement parce que je pense que pour l'histoire, elle est bien. Euh, En fait, j'avais pas abandonné la photo, puis j'avais pas abandonné l'envie de faire des photomontages. Alors à l'écran, elles sont pas très faciles à montrer parce que je vais en ouvrir une, ça va lancer Photoshop, mais tant pis. Mais je vous en montre une ou deux pour vous montrer la petite histoire. Ça, c'est des panoramas photos. Mais enfin, ils ont une histoire assez particulière quand même parce que. Attendez, je vais faire ça, je vais enlever la. On va s'agrandir un peu, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est de la reconstitution. C'est du photomontage, tout bête, hein. C'est-à-dire que c'est des banques d'images. Moi, j'ai fait tellement de photos que en fait, j'ai entassé énormément d'images de toutes sortes, de plages, de bouts de béton, de paysages, de mer, de montagnes, en voyageant, etc. Et donc, quand je travaille, bah, j'ai des disques durs remplis d'images. Et quand je fais un photomontage, ben, je prends ces images et je fabrique des choses comme si ouais, je faisais une maquette en fait, mais une maquette en photo en 2D quoi. Et donc là, j'ai eu l'idée de faire ces panoramiques. Moi, le format, il est un peu spécial, mais bon, c'est 70 sur 210. C'est des tirages, c'est du tirage dit à sec. Donc il y en a une série de 12. Et c'est tout simplement parce qu'un jour, j'étais dans une zone à Sheffield où tout avait été détruit. Donc en fait, comme ils ont rasé les usines, ce qui était autrefois des zones industrielles, c'est plus rien. Et il y avait un bâtiment qui restait, c'était un pub. Et donc nous, on se baladait et on voit une baraque toute miteuse, à moitié abandonnée, et pouf, un bâtiment avec marqué pub. Comme ça, donc on avait soif, on s'arrête, on boit un coup. Et puis au fond de la salle, je vois un immense panoramique en noir et blanc, en déco, quoi. Une photo à l'ancienne, vous voyez, les tirages noir et blanc qu'on mettait dans les pubs, avec une immense zone industrielle, des trucs énormes et tout dessus. C'était une photo assez folle. Et donc je vais voir le mec du pub, je lui dis c'est fou, c'est où? Et le mec il me dit bah c'est là. Et là, autour il n'y avait plus rien. Donc c'était vraiment rasé comme s'il y avait eu une guerre, quoi. Et donc voilà, je me suis dit tiens, voilà, ça m'a donné l'idée de faire ces paysages. Mais alors là, évidemment, bah, c'est comme les autres photos, c'est-à-dire que moi je rentre dans des. Alors il y a pas mal de références évidemment. Là on y retrouve justement toutes les photos que Virelio avait fait avec Parent sur bunker archéologie, etc. C'est vrai que j'adore les bunkers. Pour moi, c'est une architecture parfaite, le bunker, parce que c'est une architecture qui est faite pour pas être vue quand on est à côté, et c'est fait pour avoir une vue la mieux possible quand on est à l'intérieur. Donc j'aime bien cette idée. Pour moi, c'est vraiment l'architecture écologique par excellence, en fait. Voilà, pour cette raison-là. Mais bon, moi, mon idée, c'était vraiment de créer des paysages, c'est pareil, des espèces de. C'est là où je parle du chrony, parce que je sais pas, des espèces de ruines du futur. Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais une espèce d'atmosphère comme ça, délaissée, en même temps avec des formes énormes qui nous rappellent, ouais, c'est vrai, des espèces de romans de science-fiction, et en même temps qu'on a un truc un peu comme une vieille archive. J'aimais bien cette tension entre l'idée de la vieille archive et puis c'est fait assez vite en fait. Enfin, c'est fait assez vite. Je m'accorde pas trop je m'attarde pas trop sur les détails. Donc, si on zoome, c'est vrai qu'on voit que c'est du photomontage fait. Je sais pas, là, je vous montre comme ça, mais voilà, je perds pas trop de temps en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un effet de paysage. Voilà, un effet atmosphérique en fait qui s'installe. C'était vraiment ma préoccupation. Et donc, je sais pas, je peux en mettre une deuxième là, comme ça pour la forme, et puis voilà. Celle-là où il y a, pourquoi pas, tiens, celle-là. Allez. J'en ai fait, ouais, non, c'était pas celle-là que je voulais montrer, donc bon, je vous la montre quand même, mais voilà. Pardon. Voilà. Donc en reprenant, bon, moi, c'est vrai que ça, c'est un travail que je fais en allant faire vraiment beaucoup de photos aussi dans des zones industrielles, à Dunkerque, etc., dans toutes les centrales nucléaires de Gravelines, enfin partout où il y a des infrastructures en béton ou des morceaux de béton, voilà. C'est là où on me trouve souvent. Et puis une petite dernière, voilà, c'était celle-là que je voulais montrer, parce que celle-là, je l'aime bien parce que j'en suis servi pour faire une pochette des disques de mon label, donc voilà, je la montre. Voilà, mais là, qui est une version plus brumeuse.
Donc avec des éléments comme ça collés, voilà. Donc ça, cette série, bah, c'est un peu plus récent ça, mais je l'ai fait, bon, pas si récent que ça finalement, c'est quoi? C'est 2012, 2013, ouais, par là. Et puis, le temps passe vite, il est déjà 7 heures, mais bon, ça, moi, je peux me perdre des heures et des heures. Je peux passer directement à ça parce qu'on peut y passer un peu plus de temps, mais j'ai pas eu le temps de vous montrer tous les trucs de Berlin, etc. parce que c'est vraiment très long. Il y a une partie de mon travail, ça je vous la montre pas, mais je vous explique comme je suis aussi dans un vocabulaire de science-fiction, je me suis intéressé aussi à l'idée de l'exotisme et du paysage d'ailleurs, donc ça m'a emmené aussi à m'intéresser vers toutes les mythologies liées à la recherche spatiale, à toutes les photos qu'on produit. Donc j'ai entamé un travail de dessin, peut-être qu'on y passera en vitesse, mais il y a un truc qui me semble important de parler parce que c'est quand même très lié à l'architecture et à vous, ce que j'essaye de me caler aussi à vos préoccupations, mais donc il y a d'une part le monument, donc que j'évoquais, et c'est vrai que avant de parler de ce travail que j'ai entamé en allant au Maroc séjourner pendant quelques mois, j'ai eu l'occasion, comme disait Claire, de voyager dans pas mal de pays communistes, mais il y en a un que j'avais pas fait à l'époque, c'est la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, pour y aller, c'est un peu difficile. Et il se trouve que par l'ironie du sort, on m'a invité à faire partie d'une délégation là-bas, mais attention, organisée par Louis Vuitton. Donc je suis parti en Corée du Nord avec Louis Vuitton. Alors ça peut paraître complètement fou, mais en fait c'est pas si fou que ça, parce que le business n'a pas de frontières. Mais en tout cas, moi, j'en ai profité pour partir là-bas. Alors, officiellement, la mission, c'était que la fondation Louis Vuitton, à l'époque, qui se trouvait pas encore là-bas dans la gare TGV de comment il s'appelle, de Franck Gehry, mais qui était pas dans la gare TGV de Franck Gehry, mais qui était dans un bâtiment sur les champs. Enfin bref, m'avait déjà invité pour une expo sur l'espace. Donc voilà, j'avais participé à une expo de groupe et on m'a contacté pour suivre une délégation formée par Vuitton, c'est pas la délégation Vuitton, mais pour aller en Corée du Nord. Et donc j'ai sauté sur l'occasion parce que on peut pas y aller comme ça là-bas. Je me suis dit il faut que j'essaye, il faut que j'y aille quoi. Et donc c'était en 2008, donc c'est quand même un petit moment. C'était encore Kim Jong-il au pouvoir qui commençait à être malade. Et c'est paradoxalement une période d'ouverture de ce pays qui a pas duré longtemps, parce que c'est fermé tout de suite. Mais je me suis retrouvé à Pyongyang, voilà. Et en fait, j'ai pu vraiment expérimenter ce qu'était le monument dans parce que le monument soviétique, j'en avais vu pas mal en Allemagne, il y en avait, etc. L'architecture monumentale soviétique, ou même les Spomenik en Serbie, enfin en Yougoslavie, on dira. Mais le paroxysme du monument, vraiment dans toute sa folie, en fait, s'exprimait vraiment en Corée du Nord. En tout cas, c'est un endroit vraiment où ça s'exprimait d'une façon absolument flippante. Et en même temps, comme je disais, flippante et, euh, et presque, et presque fascinante. Mais bon, même si quand on est là-bas, on est heureux de pas être né en Corée du Nord, mais il se trouve que tout est monumental. Alors c'est intéressant de voir comment là-bas, c'est la ville elle-même qui est construite comme un monument. Alors ça peut paraître assez fou parce que en fait c'est une espèce de ville qui est Pyongyang, c'est une ville qui est vide et démesurée. Voilà, elle est vide et démesurée. C'est une ville sans voiture aussi, donc il y a une espèce de vertige. Alors moi j'ai retrouvé une espèce de vertige que j'avais quand je faisais vider Paris, même si l'environnement n'est pas du tout le même. Mais on est dans un espèce d'espace comme ça, c'est pareil, on passe de l'autre côté du miroir et on se retrouve dans une ville aussi qui est tellement vide que finalement on se demande si les bâtiments sont vraiment habités ou pas. Et je vous jure que c'est un truc qui flotte et qui est une drôle d'expérience. Et finalement, c'est paradoxal, mais ce qu'on ressent envers ces bâtiments, c'est un peu la même chose que ce qu'on ressent quand on regarde les tours de refroidissement de la Torp Marsh Power Station. C'est-à-dire que finalement, on était presque dans la même situation. Donc voilà, donc ça c'est une photo qui est pas de moi, je sais pas ce qu'elle fait là, mais
Voilà, donc on a tout un étalage d'architecture monumentale qui exprime, bah écoutez, il y a plein de codes pour ça, mais il y a surtout ce fameux, alors bon, des monuments énormes, voilà, avec des stèles, une grandeur nature, taille humaine. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est pas forcément l'étalage des monuments, mais c'est cet hôtel. Voilà, ce bâtiment que vous avez tous vu quelque part, qui s'appelle le Ryugyong Hotel, qui a été fini aujourd'hui. Enfin, la façade a été faite, mais en fait, il est toujours vide à l'intérieur. Et voilà, ce bâtiment, c'est une espèce d'énigme parce qu'il fait 330 mètres. Il est tout en béton et en fait, ils ont eu un problème quand ils l'ont fait construire parce qu'il était tellement lourd qu'en fait, il a engendré un effondrement de terrain et il y a une des ailes qui a perdu 20 centimètres par rapport au reste de l'hôtel. Et donc, pendant des années, bah, ils étaient un peu embêtés de ça. Ça se voit pas là d'ici les 20 centimètres, mais c'était quand même un problème structurel euh, manifeste. Et donc, il est resté très longtemps vide. Et l'année où j'y suis allé, on commençait à avoir des petites bâches au sommet parce que ils avaient revendu en fait le chantier à une entreprise égyptienne. Ça s'invente pas, qui à l'époque s'appelait Pharaon. Et ils ont changé. Maintenant, c'est un autre groupe télécom. Enfin, ça s'appelle plus Pharaon, mais quand ils m'avaient dit que c'était Pharaon, parce que vous savez, il y a le truc du langage en Corée du Nord. Bah oui, on parlait en anglais avec l'accent coréen et moi l'accent français. Enfin, il y avait des trucs. Et quand je lui ai dit, mais qui recommence ses travaux et qui me disent Pharaon, c'était une espèce de truc assez fou. Mais voilà, et donc bah, effectivement, ils ont recouvert ce bâtiment de verre miroir. Maintenant, il donne l'illusion d'être fini, mais là, on est vraiment dans une fiction aussi monumentale parce que figurez-vous que ce qui se passe aujourd'hui avec cet hôtel qui semble ouvert, qui est tout en verre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a juste, ils ont juste fait une série de chambres là, puis une série de chambres là, puis une série de chambres là, où on va directement avec un ascenseur dans des couloirs où il y a des fausses portes, et en fait, tout est vide. Donc moi, pour moi, ça, on arrive à un espèce d'espace complètement dingue, quoi. Mais ce qui est aussi intéressant dans ces bâtiments, et ça c'est valable dans d'autres pays communistes, euh, et c'est juste la manière de construire. Alors j'essaie de trouver une photo où ça peut être manifeste, mais je sais pas dans celle-là. Alors ça, vous avez un type de... Bon, ça c'est des bâtiments assez fous. Ben, celle-là, elle est moche, de photo, elle est pas grande. Je vais vous en trouver une grande. Mais c'est le type d'architecture, évidemment, voilà. Là, on trouve, il est mieux peut-être là. Voilà, le type de construction où on... Moi, il y a aussi une interrogation sur le design, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère une forme comme ça, si ce n'est pas une idéologie ou une symbolique, etc. Et bon, moi, ça aussi m'intéresse en tant que plasticien, la forme générée en architecture. Et cette forme-là, je ne comprendrai jamais ce que ça veut dire. Et je pense que dans ce genre de pays, tout a une symbolique et tout a une forme. Enfin, toute forme est générée par un truc très précis, mais j'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était. Et, euh, et ce qui est propre à ce type de bâtiment, c'est aussi que c'est pas des entreprises de BTP comme chez nous qui les fabriquent en 6 mois. C'est en grande partie des ouvriers, mais aussi, alors là, je vous sur Photoshop parce qu'il y a un truc intéressant à montrer. C'est aussi par les étudiants. Voilà, pour les étudiants en architecture, qu'on envoie le week-end faire de la maçonnerie, ou l'été en camp de volontaires pour construire ces tours. Et alors, c'est intéressant parce que, en fait, ces tours, elles ont des géométries très régulières, comme ça, très high-tech, enfin high-tech des années 70 ou 80, mais high-tech quand même. Et en fait, quand vous vous approchez de ces bâtiments, et ça, c'est ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ils sont pas complètement droits. Attendez, je vais prendre la petite main pour me promener dessus, voilà. C'est qu'en fait, vous remarquerez que c'est pas vraiment droit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment droit. Et c'est pas vraiment droit. Regardez. C'est pas vraiment droit. C'est pas vraiment... Et je vous jure que c'est incroyable, parce que si vous le remarquez, ensuite vous vous approchez de ces bâtiments, vous voyez que tout est un peu fait comme ça. La géométrie est vraiment contrariée par la réalité de la construction, qui est un matériel super rudimentaire, avec des étudiants qui coulent du béton. Vous pouvez imaginer le truc, quoi, sans sécurité, sans rien. Et en fait, à la fin, ça donne quelque chose d'incroyable,
parce que ben voilà, ils ont plein de défauts, ils sont un peu branques, quoi. Mais de loin on les voit pas, et quand on s'approche, on remarque ça. Alors bon, on va pas rester 4 heures là-dessus, mais je vous jure que c'est un truc qui est assez fou. Et aujourd'hui, je vous montrerai après, mais moi je fais des maquettes en carton qui sont liées à un autre projet, et donc je cultive ça, de le faire à la main comme un étudiant d'architecture envoyé en camp de vacances pour construire les tours du pouvoir. Et donc j'ai toujours trouvé voilà, essayer de construire d'intégrer la ruine à mes propres constructions, voilà. Alors ça c'est une petite aparté, mais en fait c'est important, mais c'est un peu, il me faudrait 3 heures, quoi. Parce que en fait, quand je suis parti au Maroc, juste après ce voyage en Corée du Nord, j'ai été invité à séjourner au Maroc dans une résidence vers Marrakech. En fait, c'était mon plan pour rester. En fait, j'ai rayonné, je me suis baladé dans tout le pays, mais j'étais invité à passer 6 mois au Maroc, et le protocole de cette résidence, c'était de prendre en compte là d'où on venait pour faire un projet en fonction de là où on était. Donc c'était le Maroc, et là d'où je venais, bah, c'était Berlin, puisque j'habitais à Berlin. Et avec les intérêts que j'avais, je suis tombé sur un projet dans les années 30, non, dans 1924, qui s'appelle Atlantropa. Alors, est-ce que vous connaissez Atlantropa? Beaucoup de moi, vous travaillez dessus? Super. Hermann Sorgel. Voilà, donc Hermann Sorgel, donc vous savez déjà tout là-dessus, c'est pas la peine que je passe mon temps à... Ah non, il y a vous qui connaissez? Vous faites un cours là-dessus? Ah non, je croyais que vous faisiez un cours. Je ne sais pas si je fais un cours là-dessus. Ah bon? J'ai travaillé dans une exposition sur Atlantropa et que j'ai... Génial, 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 parce que... Non, bah il faut qu'on garde contact, parce que moi je suis à fond. Bon, alors je vous explique, et puis alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, parce que vous avez l'air vachement plus pro que moi là-dessus. Mais le projet de Hermann Sorgel, c'est 1924, donc c'est, pour résumer très vite, hein, de façon pas orthodoxe, c'est un projet utopique qui imagine le monde en réunissant 3 continents, Afrique, Europe, Asie, et en construisant un barrage de 35 km de long à Gibraltar pour baisser le niveau de la Méditerranée, pour irriguer le Sahara, et pour fournir à ce super continent l'électricité nécessaire grâce à l'énergie hydroélectrique, parce que le nucléaire n'avait pas été inventé à l'époque. Et il se trouve que, en fait, déjà ce projet, par sa folie, m'a fasciné, mais c'est surtout que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais je connais ce truc. Et j'ai cherché longtemps pour savoir comment je connaissais. Alors, j'ai regardé, est-ce qu'on m'en avait parlé? Non, jamais, etc. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y a un livre de Philippe Cadic qui s'appelle Le Maître du Haut-Château, dans lequel il en parle sur 2 lignes. Il le survole en fusée, un moment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, et c'est là où arrive l'histoire de l'Uchronie. C'est-à-dire que Philippe Cadic dit, en fait, à un moment donné, mais Ballard le dit en même temps, mais d'une autre manière, il dit que finalement le futur c'est pas si intéressant que ça, parce que le temps marche avec tellement de dimensions qu'en fait tout futur inventé est le passé de quelqu'un d'autre, et que à partir de ce moment-là le temps devient sphérique. C'est les pensées de Cadic, hein. Même si vous me suivez pas, vous faites semblant de me suivre. Et que à partir de ce moment-là, mieux vaut envisager des réalités parallèles, puisqu'elles sont présentes, et que à ce moment-là notre rapport à la réalité est plus que réel. Voilà, donc ça c'est un peu ce que Cadic explique. Et donc moi ça m'a vachement intéressé, cette idée du chronie, parce que là, en voyant un projet comme ça, et moi qui étais au Maroc, les Marocains connaissaient pas. Et puis un jour je discute avec un mec à Casa, qui est un photographe qui s'appelle Abderrahman. Et Abderrahman il me dit, ah bah ouais, Atlantropa, je connais. Et je lui dis, comment tu connais? Il me dit, bah parce que Nasser en avait parlé. Et donc Nasser, je sais pas si vous voyez qui c'est. Nasser, c'est un des leaders du panarabisme de la révolution égyptienne. Et en fait, il me dit, bah oui, moi je me rappelle d'un discours de Nasser où il en parle. Je lui dis, est-ce que tu peux me trouver ce discours? Il me dit, non, je sais pas. Donc il me l'a jamais trouvé, mais il me dit ça. Et à ce moment-là, moi, je me dis, enfin le nom, la résonance du terme de Nasser avec ça me paraît complètement dingue, parce que Nasser, c'est dans les années 50.
Et en fait, Hermann Sorgel, il a travaillé sur ce projet en 1924. Juste 1952, c'était actuel. Voilà, il est mort à ce moment-là. Oui, oui, c'est pour ça. Donc c'est logique. Voilà, c'est logique, ouais. C'était le vecteur du panarabisme complètement dingue. Mais le vrai truc, c'est que en fait, Hermann Sorgel, c'était quelqu'un qui était prof au Bauhaus aussi, mais il était ingénieur. Il donnait des cours au Bauhaus, non? Ça devient pas une discussion entre Ouais, bon bref. Non, simplement, il a travaillé avec Peter Behrens, qui lui a fait beaucoup de dessins. Bon, il croyait dur, pour résumer, il croyait dur comme fer à ce projet, et il a milité des années pour ce projet, puis finalement, il s'est pas fait. Entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc moi, quand je suis tombé sur ce projet, je me suis dit, ben voilà, ça a été vraiment le point de départ, moi, pour lancer une fiction. Et comme je fais un travail d'écriture, j'ai réenvisagé ce monde-là, mais sous un autre angle, sous le nom de Azurasia, qui est où j'ai commencé à écrire aussi, puis à produire des images d'une fiction où ce barrage aura eu lieu et évidemment où ça aura été un désastre total, un désastre écologique. Et donc j'ai travaillé sur sur la réinvention en fait d'Azurasia en lui inventant une capitale, etc. Donc là j'ai fait, alors c'est pareil, je reviens dans l'idée des photomontages qui sont liés alors, en y mettant des ingrédients qui ne sont pas littéralement liés au barrage, mais qui sont comme ça des ingrédients d'un environnement. Donc, par exemple, moi j'avais dans ma fiction apparaît le barrage de Gibraltar et son monument, le Derviche piocheur. Enfin, je réenvisage un univers donc, qui s'appelle Azurasia, qui est une uchronie qu'on pourrait imaginer dans les années 70, 80, on ne sait pas trop en fait. Où en fait le monde est dirigé par des corporations. En fait, j'ai intégré un système qui marche comme le Parti communiste chinois. Voilà, un monde où la Méditerranée aurait été vidée, ça aurait été un désastre. Et donc c'est un prétexte au paysage en fait, et où voilà, il y a tout un récit. Donc c'est tous les éléments d'un film que je ne ferai jamais. Voilà, c'est vraiment l'idée de fabriquer des films sans caméra. Et donc je construis tous les éléments d'un film, sans film. Donc des photogrammes, des paysages. Bon là j'essaye de résumer ce que je vois, le temps passe vite. Des paysages avec voilà des univers de mondes pas finis, de mondes qui sont en obsolescence sans avoir été finis. Donc celui-là on l'a vu. Alors l'idée c'est que en fait dedans j'y mets des amis à moi qui sont comédiens pour créer une espèce de trouble. Voilà, et donc ça c'est un travail qui est en progrès, c'est-à-dire que moi je continue à travailler dessus et je suis en train d'écrire un roman en fait de science-fiction, mais que j'essaye pas de montrer comme une forme de roman, mais je le lis en performance en fait, avec une bande son. Voilà, et c'est ce que j'ai fait au musée du jeu de paume il y a pas longtemps. Voilà, où donc il y a quelques images, quelques titres et un récit. Voilà, donc ça c'est une nouvelle forme que j'attaque, c'est celle du récit. Donc là, je vous montre d'une manière un peu désarticulée quelques éléments comme ça d'un monde où la mer se serait vidée, des cités désertes. Voilà, donc alors c'est vrai que ça se travaille. Moi, je l'ai entamé quand j'étais au Maroc en faisant beaucoup de photos. Voilà, en faisant la même chose que je faisais dans les pays de l'Est, mais au Maroc, à Casa, etc. J'ai beaucoup marché. J'ai aussi traversé la ville à pied. Et donc j'ai essayé comme ça de prendre des éléments. Puis finalement aujourd'hui il n'y a pas forcément en Afrique du Nord où je prends des éléments, mais je reconstitue des mondes parallèles comme ça. Voilà. Donc le monde d'Azurasia est un monde où ça aurait mal tourné. Voilà. Mais bon, c'est aussi assez complexe parce que enfin, ça déploie pas mal de supports et dont les maquettes. Voilà, je reviens à ce travail que j'ai fait avec la Corée du Nord. Ces photos que j'ai fait en Corée du Nord, moi j'ai commencé aussi à travailler sur enfin là vous avez des photos
J'ai commencé à travailler l'architecture aussi comme une forme utopique, comme ça, envisager l'objet, enfin la maquette en fait comme une forme. Donc j'ai commencé à créer, enfin alors j'ai créé une ville en 3D, mais en 3D SketchUp, qui est un peu de la 3D pour chien, vous voyez. Et donc j'ai commencé aussi par faire comme ça alors ouais, je pourrais le montrer rapidement parce que je vois que ça passe très vite et là je suis en train de me faire avoir par le temps encore une fois. Alors attendez, je vais la retrouver comme ça. Je vais juste vous en montrer une ou deux. En fait, j'ai construit une ville sous SketchUp. Donc vous connaissez ce logiciel et donc j'ai inventé, voilà, là vous l'avez ici. Hein. Ça m'évite de vous montrer les photos en elles-mêmes parce que ce sera trop long. Vous en avez des exemples. J'ai fabriqué des engins avec des rétroprojecteurs à l'ancienne et en fait exporter les images de cette ville faites sous SketchUp sur des rhodoïdes, ce qui fait que quand ça défile sur cette espèce d'engin très mécanique, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une illustration des années 50. Vous voyez ce qui est imprimé dans les vieux bouquins, vous voyez, d'illustration d'architecture, un peu dessinée. Et donc en fait, ça a été un espèce de travail de construction de cette ville, hein, donc en SketchUp. Puis ensuite, vous avez la fonction lumière et soleil sur SketchUp, plus la fonction brouillard, ce qui a permis de lui donner une texture intéressante en l'exportant sur des rhodoïdes et puis en la reprojetant sur ces rétroprojecteurs et puis ensuite en attaquant la construction de chaque bâtiment à la main en carton gris, ce que je suis en train de faire actuellement et mon objectif c'est d'avoir 22 bâtiments pour une installation. C'est très long à faire mais voilà, je le fais d'une façon à... Alors là, comme je me dépêche pour pas être à la bourre, je suis pas très clair. Mais je suis désolé, hein. C'est vrai que je m'aperçois qu'il est déjà 19h24. Mais voilà, ça vous donne un aperçu, puis je pourrais essayer de vous trouver quand même. Alors voilà. Donc c'est les maquettes comme ça, et donc on revient à la Corée du Nord, c'est-à-dire que mes maquettes, elles sont faites à la main, et si vous en approchez, bah, effectivement, vous avez aussi des petits défauts qu'on voit pas forcément sur cette photo d'une façon aussi manifeste qu'en Corée du Nord, mais voilà. Donc là, j'en suis à dessiner des bâtiments en fait avec des codes comme ça qui sont de l'ordre de la fiction, mais bon, c'est vrai que finalement, quand je les recherche, donc c'est 1/200, donc ça veut dire que 100 mètres, ça fait 100 mètres, ça fait 50 centimètres et 1 mètre, c'est 200 mètres. Voilà. Donc ça, c'est un travail que je fais à la main. Voilà. Construction comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Sans découpeuse laser, que tu dis ça. Hein? Que tu les fais pas avec la découpeuse laser. Non, je fais à la main. Je fais à la main. Je vais aussi vite qu'une découpeuse laser. Mais... Non, mais le problème du carton gris, c'est que la découpeuse laser, elle noircit le carton. Puis en fait, ça serait... Enfin, moi, je suis aussi dans cette idée que si je le faisais faire par une découpeuse laser, ça resterait des maquettes. Et en fait, quand c'est fait à la main, on arrive à un stade un peu obsessionnel qui font que ça devient en soi une fiction, en fait. Voilà, c'est plus une maquette, mais ça devient quelque chose d'assez fictif. Alors évidemment, vous reconnaîtrez certains bâtiments dont je m'inspire. Par exemple, ça c'est le centre de cancérologie de Moscou, mais bon, je les remets. Des fois, je m'inspire directement de formes existantes parce que je me dis pourquoi pas. Finalement, elles sont là et elles sont vachement belles, quoi. Donc, il n'y a aucune raison que je fasse autrement. Ça peut être des références, mais il y a toujours, bon, évidemment, après, je vais vers autre chose, mais voilà, donc c'est un travail long et laborieux, mais c'est aussi, bah, là on voit bien les défauts, hein. Si on approche, on voit ça tout à fait. Vous voyez, un peu comme en Corée du Nord finalement. Voilà. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils ont presque un côté pré-dégradé, c'est-à-dire qu'en fait, quand on les regarde, ils ont l'air déjà presque en train de tomber en ruine. Voilà. Et ça m'intéresse. Voilà. Bon, je sais pas, voilà, en quelques-uns. Mais j'aime bien cette idée vraiment de le faire à la main comme ces étudiants finalement qui en vacances. Bon, donc je me suis inspiré plein de modèles d'architecture qui sont aussi qu'on peut trouver à Belgrade aussi, toute l'architecture de Tito, Novi Beograd, tout ça. Enfin, il y a énormément de choses. Après on n'en finit plus. Il est 7h30. Je suis désolé, je suis un peu
J'ai été un peu plus confus sur la fin parce que je savais plus dans le temps qui m'était imparti. Mais j'essaye de vous montrer une dernière photo. Là-dessus, on pourra discuter. Je sais plus où je l'ai mis. C'est ça mon problème. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. On va la trouver ailleurs peut-être. Elle n'est pas là. Mais je vais la trouver dans... Mais vous pouvez commencer à... Ah ouais, voilà, c'est là. Donc cette fameuse ville, oui. Voilà, cette fameuse ville que j'avais fait sur SketchUp et que j'avais exporté, vous en avez des petits exemples là. Bon, voilà, on peut se faire un petit diaporama pendant qu'on discute et puis voilà. Voilà. Tu nous as pas montré le Maurice Bunker quand même. Ah ouais, je vais vous montrer les photos du Mouse Bunker. Voilà. Donc ça, c'est les paysages voilà, qui sortent. Mais bon, j'aimais bien cette texture, presque comme de la mine de plomb ou un truc dessiné, vous voyez, dans ces revues des années 50 où on avait... donc j'essaie de reconstituer ça. Voilà. Bon, là, on n'a pas le grain du rhodoïde quand on l'exporte d'une tireuse laser et qu'on le met. C'est quoi? C'est du SketchUp? Ouais, c'est une ville entièrement SketchUp que j'ai fait. Puis après, je me balade dedans, je fais des captures en 2D, je les imprime sur un rhodoïde et je les mets dans un rétroprojecteur. Avec un système, je fais des bandes à 27 images. Donc il y a un petit système mécanique qui les fait défiler dans un sens et dans l'autre. Merde. Dans un sens et dans l'autre, et voilà quoi. Donc c'est bon. Mais bon, j'utilise des procédés toujours un peu archaïques. Donc il y a des petits, bon il y a des trucs qui sont présents dans Atlantropa par exemple. Il y a un projet dans Atlantropa qui sont 3 tours qui se regardent comme les tours des 3 continents. C'est ça. Hein. Donc moi j'en ai fait une à ma manière, encore plus mégalo, encore plus communiste. Alors je vais essayer de vous la trouver, mais là, voilà, c'est ces 3 tours là. Moi je les ai designés à ma manière. Et donc j'avais appelé cette pièce Subterranean parce que en fait c'est marrant que je l'ai appelé comme ça parce que le jour où j'ai été faire une expo à Annemasse, à côté de Genève, là, en France, en 2016, j'avais toujours pas de titre et quand je suis descendu à l'aéroport, j'ai appris la mort de David Bowie. Et donc c'est un de mes morceaux préférés de David Bowie était Subterranean sur l'album Low. Et donc je l'ai appelé Subterranean, mais avec une faute, avec 2 R là où il faut pas et 2 Z là où il faut pas. Donc voilà. Donc in progress toujours. Voilà. Mais bon, pendant que ça défile, je peux. Ah oui, tu voulais voir Claire, tu voulais quelque... Non, mais c'est pas grave. C'était quoi que tu voulais déjà? Le Maurice Bunker. Ah, Mouse Bunker, ouais, je vais te le chercher. Attends, parce que je l'ai mis celui-là. Il est là. Bah moi, oui, Mouse Bunker, ça fait partie des... Alors, est-ce que je l'ai mis là? Mouse Bunker, on va le trouver. Je sais plus où il est. Je ne voudrais pas te décevoir, mais je l'ai mis là, c'est sûr. Tu l'as vu? Là? Non. Non, non, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Il n'était pas là non plus. Où est-ce qu'il est? Bon, on va faire une recherche. On va trouver. Voilà. Hop. Alors, le Mouse Bunker, Bon, après, puisque vous travaillez là-dessus, le voici. Voilà. Il était encore Mouse Bunker à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait encore des pauvres animaux programmés. Et ça, c'est un bâtiment juste à côté. Donc là, voilà. Mouse Bunker, Berlin. Et ça, c'est le bâtiment à côté qui est sublime aussi. Ouais. Donc voilà, Mouse Bunker. Donc c'est vrai que... Si tu avais fait des photos un peu transformées de la façade comme Alors, non, ce bâtiment, je l'ai pas retouché. C'est vraiment des photos que j'ai fait en allant là-bas, parce que ça fait partie des endroits auxquels j'allais. Voilà. Donc c'est sûr que quand on était au pied de ce bâtiment, enfin physiquement, je sais pas si vous y êtes allé ou pas alors, vous le voir en vrai. Voilà. Je sais pas dans quel état il est dans le même état aujourd'hui. il est à peu près dans le même état. Voilà. C'est vrai que c'est un espèce de truc quand même qui est... Il a été classé. Ouais, aujourd'hui il est classé, ouais. Donc Ernst Genska, c'est ça? Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a une tranche, c'est des petites ardoises.
C'est assez bizarre, en fait. Il y a... Je sais pas si... C'est vrai, hein, ces petites ardoises, hein, cette tranche-là. Ouais. Mais je crois que c'est pour une raison très pragmatique, c'est que ça doit être la façade plein nord et il pleut. Ah, c'est ça, ouais. Ils l'ont coupé, ouais. Ça a été arrêté là, mais ils avaient pensé qu'ils allaient encore le continuer. D'accord. En fait, c'est presque une façade. Parce que, ouais. Parce que là, c'est l'avant, mais on voit le cockpit de pilotage et tout. Mais bon. Enfin voilà, écoutez, en gros, il est 19h32, j'aurais dû m'arrêter il y a un quart d'heure, je suis désolé. Je suis vraiment en pleine distorsion spatio-temporelle, mais... J'ai un site, un sopalin. Ouais, si vous avez deux, trois petites questions rapides, allez-y. Enfin, moi, je veux bien Le rester. micro qui marche. Ou des remarques. Ou des énergies. Ah bon, bah, Ah, si tu veux. Moi, je peux répondre comme ça. Si tu passes pas le micro, ils ont pas le. Ah ouais. On n'a pas le. Alors, merci pour la conférence. J'avais une question, j'ai un peu peur de la réponse, mais vous prenez combien de temps, par exemple, pour faire une maquette à la main? C'est une maquette à la main comme ça, c'est 2 mois et demi. À 8 heures par jour. Donc après, le problème, c'est pas le temps que ça me prend, c'est quand j'ai pas le temps de le faire, en fait. Parce que voilà, c'est un combat de tous les jours pour pouvoir avoir le plaisir de couper des morceaux de carton à la règle, mais voilà. Ouais, mais c'est un trip, hein, ça. Je pense que c'est intéressant aussi le fait que ça mette aussi longtemps. C'est de l'ordre de l'expérience, quoi. Pour le coup, c'est un peu dans la continuité du sujet maquette. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi cette matérialité et pas une autre, parce que y a le béton qui est omniprésent, j'ai l'impression dans votre sujet. Pourquoi en carton et pas autre chose? Parce que là, j'avais envie vraiment d'être sur un registre de représentation. Enfin, si vous voulez, c'est si tu veux les maquettes que je montre, elles sont elles-mêmes dans une fiction. C'est-à-dire, elles parlent de la maquette de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est pas moi qui fais une maquette, c'est la maquette qui fait partie d'une fausse archive, par exemple. Moi, quand je les exposerai, il y aura des caisses aussi que je vais imprimer. C'est-à-dire aussi, c'est comme si c'est pas moi qui les avais faites, en fait. Voilà, elle s'insère dans une fiction. Voilà. Donc j'aimais bien l'idée de la maquette très académique, un peu comme la peinture réaliste socialiste ou la maquette en carton, quoi. Voilà. C'est pour ça que je trouvais que d'être dans un vocabulaire littéral, c'était approprié par rapport à ça. Voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ouais, carrément. Je m'explique bien. Vous avez beaucoup voyagé dans les pays de l'Est. Est-ce que vous constatez qu'il y a une différence de style entre les différentes architectures brutalistes? Et est-ce que ça change aussi votre manière de les prendre en photo? Alors, si j'ai bien compris, la différence de style entre l'Est et l'Ouest, par exemple, c'est ça que vous voulez évoquer ou? Oui, par exemple, ou entre différents pays ouais. de l'Est, par exemple. Ben ouais, il y a enfin pour l'architecture en général et l'architecture brutaliste aussi, c'est pas qu'il y a une différence de style, c'est pas une question de style, c'est que les motivations de construction étaient pas les mêmes à l'Est qu'à l'Ouest. Alors pour parler de l'Est, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les dogmes réalistes socialistes, ils ont été abandonnés à peu près au début de l'ère Brejnev. C'est-à-dire qu'à part, c'est Brejnev, paradoxalement, qui a jeté à la poubelle le réalisme socialiste. Alors, dans quel but? Il y avait aussi cette idée à l'époque de l'URSS en compétition avec les États-Unis, donc il y avait un espèce de souci de modernité comme ça. Et puis c'est aussi un système qui était assez corrompu, donc en fait, cette libéralisation de l'esthétique donc était faite à des fins de propagande pour offrir une vision du futur de ce que pouvait être un système communiste, en face à ce que l'Ouest
aux frais aussi, donc lié aussi à toute cette conquête spatiale, tout le reste, quoi. Et puis, ce qui était incroyable en URSS, c'est que, ce qu'on m'avait bien expliqué à Moscou, c'est qu'à l'époque, donc il y avait un espèce de faste comme ça, parce que en URSS, quand une agence d'architecture gagnait un concours, il n'y avait pas de budget. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'État qui payait et il n'y avait pas de budget dans lesquels rentrer, parce qu'il n'y avait pas, le système de l'argent marchait pas comme ça. Ça veut dire qu'un architecte qui gagnait un concours, pour un projet, bah, il pouvait tout faire en plus. C'est-à-dire qu'il faisait tout, les poignées de porte, les sièges, la moquette au mur, tout. C'était une espèce d'architecture, les fresques en pâte de verre partout. Ce qui fait que le style, évidemment, avait des conséquences, était autre qu'à l'Ouest. Et puis, ils avaient vraiment cette idée de ce que, comment il s'appelle, qui a fait ce bouquin CCCP, Frédéric Chopin, il appelle le quatrième monde. C'est-à-dire la manière dont l'URSS de l'époque imaginait un an 2000 qu'elle n'aura jamais vécu, en fait. Donc ça, j'aime bien cette espèce de projection d'un monde qui est déjà pas existant, quoi, enfin qui n'existera jamais, mais auquel on croyait, quoi. Alors comme dit Kadik, la réalité c'est ce qui continue d'exister quand on arrête d'y croire, mais là c'était le contraire. Donc oui, il y a une différence de style, mais en fait, je pense que la différence de style, si on peut dire, entre le brutalisme à l'ouest et à l'est, je pense qu'il est aussi différent d'un pays à l'autre que d'un système à l'autre. Par exemple, le brutalisme aux États-Unis ou au Canada des années 70, il est clairement là pour affirmer la force des institutions, parce que c'est les universités, la mairie de Boston, par exemple, etc. Donc, il a dans ce truc comme ça, voilà, ouais, clairement le message d'institutions super balèzes, super fortes, musclées, quoi, à l'américaine, à la canadienne aussi. Quand on passe dans les pays communistes, c'est autre chose. C'est la force des institutions. La question se pose pas puisque c'est des systèmes communistes. Donc de toute façon, tout n'est qu'institution. Mais il y a une espèce de volonté de montrer que oui, le communisme aussi est capable de montrer, de construire un futur, voilà, un futur vertigineux. Et c'est surtout intéressant aussi dans l'architecture que Tito a développée en Yougoslavie, à Novi Beograd par exemple, où il y a plein d'exemples comme ça, de bâtiments qui sont carrément incroyables. Et puis après voilà. Donc la différence de style, elle est, oui, elle existe, mais elle est surtout aussi dans les moyens de construction, puis dans une certaine esthétique, c'est vrai, parce que on retrouve des récurrences à l'est et à l'ouest. Mais il y a quelqu'un de très intéressant qui se consacre à ça, qui s'appelle Dimitru Rusu, et qui est un spécialiste, qui est roumain et qui est spécialiste moldave roumain, qui est spécialiste de l'architecture. Il a un site qui s'appelle Baku, BACU, et aussi un autre site qui s'appelle Socialisme Modernisme. Donc il répertorie comme ça tous ces bâtiments. Et si vous allez là-dessus, vous verrez, c'est assez détaillé, il fait des livres, il écrit, etc. Donc il parle vachement de cette différence. Parce que lui, il répertorie beaucoup de choses. Et comme il a un passeport, enfin à l'époque, il avait un passeport moldave et un passeport polonais, roumain, il pouvait voyager dans tout Schengen, mais aussi dans toute la Russie. Voilà, il a été jusqu'en Afghanistan faire des photos. Voilà. Donc ça, sur Internet, il y a plein de trucs là-dessus, vachement intéressants. Vous pouvez trouver. Voilà, donc et il est partout, il est sur Insta, je crois. Enfin, moi, j'ai plus tous ces trucs-là, je les ai dynamités, mais je sais qu'il est dessus. Voilà. Bon, bah c'est bon. Alors. Ouais, de rien.